Bonjour à tous, bienvenue dans 85 chrono, le terrain. On se retrouve comme chaque lundi pour faire le point sur l'actualité sportive et on va débuter avec une large page football puisqu'on jouait ce week-end le 7e tour de la Coupe de France. Il y avait notamment une rencontre entre Luçon, équipe de Régional 2, et Laval, équipe de National, 4 divisions d'écart. C'était samedi au stade Jean de Mouzon à Luçon. Les Lavallois en jaune qui se montrent rapidement dominateurs. Une occasion pour Maggiotti dont la frappe est repoussée par le gardien luçonnais Landry Loiseau. 34e minute, les Mayennais ouvrent le score, servi par Brun. Nchobi envoie le ballon au fond des filets, ça fait 1-0 pour Laval. Nouvelle occasion avant la pause pour les Lavallois qui obtiennent un coup franc. Il est frappé par Maggiotti qui trouve la tête de Goteni. Loiseau détourne en corner. 1-0, c'est le score à la pause. En seconde période, Laval domine toujours. La tentative de Fumutamuzo est repoussée par Loiseau. Loiseau qui va ensuite être battu sur une action de Maggiotti, mais Camara évite de justesse le deuxième but. Un deuxième but lavallois qui sera finalement inscrit à la 83e minute sur une frappe de Da Silva que Loiseau ne parvient pas à maîtriser. 2-0 pour le Stade lavallois qui va se procurer une dernière occasion avec Ferraoui, mais c'est un nouvel arrêt de Loiseau. Score final donc 2-0. Les Luçonnais logiquement dominés, mais qui ont livré une belle résistance face à une équipe de National. On écoute les entraîneurs au micro de Cyril Guillet. Un peu frustré parce qu'on a senti qu'en première mi-temps il y avait quelques coups à jouer qu'on a très mal négocié sur les situations de transition où voilà, on aurait dû faire mieux et en deuxième mi-temps après voilà, c'était un peu plus compliqué, ils ont un peu plus géré le match donc après on a eu du mal à se projeter vers l'avant, puis l'intensité est complètement différente donc ils nous ont aussi fait mal que là-dessus quoi. L'adversaire était forcément techniquement plus fort que nous, on a beaucoup couru mais après on a tenté de faire des choses donc c'est ce que je retiens aussi du match parce que les joueurs ne sont pas désorganisés, ils ont toujours cherché à produire quelque chose donc après c'est une satisfaction par rapport au parcours déjà parce que voilà, on ne va pas en reprocher, 7e tour de Coupe de France. On nous l'aurait dit en début de saison, on n'y aurait pas cru. Après je suis content parce qu'on fait un match sérieux aujourd'hui face à une équipe qui nous est supérieure. Donc voilà, je suis fier des garçons aujourd'hui. L'objectif en Coupe de France c'est de passer. On a vu qu'il y a des surprises ce soir. Voilà. Donc on aurait pu tuer le match bien plus tôt, mais bon, dans la mesure, tant qu'on ne le fait pas, il fallait rester très sérieux. On a considéré très peu de choses, mais on a respecté notre adversaire ce soir. Et donc, on est qualifié, c'est principal. Ça faisait partie des projets, des objectifs du départ, pardon. Maintenant, on est qualifié pour le 8e tour. On aura un match, un derby, voilà, qui je pense, va susciter beaucoup de passion et il y aura du monde à Le Basser. Et oui, un derby au programme pour les Lavallois qui joueront le prochain tour face au Mans. Le Mans qui jouait samedi sur le terrain de La Roche ESO. C'était au stade de Saint-André-d'Ornay. 3 divisions d'écart entre les Ornésiens en rouge qui évoluent en Régional 1 et les Manceaux qui jouent en National. Les Vendéens résistent plutôt bien en début de match et ont même l'occasion d'ouvrir le score à la 22e minute. Mais Nsingui ne parvient pas à maîtriser le ballon. Première grosse alerte à la 28e minute avec cette frappe Mancel qui va s'écraser sur le poteau. Le Mans qui ouvre finalement le score à la 30e minute grâce à Macalou, 1-0. À la 45e minute, réaction des Lyonnais avec un centre de Joyaux, une première tentative de Chauvet contrée, puis Amokrane qui ne cadre pas. Juste avant la mi-temps, les Sartois font le break sur une reprise de volée de Macalou qui signe le doublé et permet au Mans de rentrer au vestiaire en menant 2-0. Macalou qui réussit le triplé à la 53e minute, ça fait 3-0 pour les Manceaux. 59e minute, Ndiaye est tout près d'inscrire un 4e but pour les Sartois. Un 4e but qui arrivera finalement à la 63e minute et une nouvelle fois Macalou à la conclusion, 4-0 et quadruplé pour l'attaquant du Mans. Une nouvelle offensive des Manceaux avec Gouetker qui ne cadre pas. Le SO qui réussit à sauver l'honneur à la 88e minute avec un magnifique enchaînement technique de Christopher Nsingui. Il conclut par un lob, 4-1, score final. La logique a là aussi été respectée. On écoute les deux coachs au micro de Thibaut Grasset. On aurait aimé forcément les faire douter un peu plus, rentrer à 1-0. C'était différent, rentrer à 1-0 à la pause. Le deuxième but nous fait mal, je pense, dans les têtes. Malgré tout, sur la deuxième période, nul doute que cette équipe Mancel nous aurait malmenés aussi et puis aurait su faire la différence.
Donc il y a ce petit regret, cette petite frustration de rentrer à la pause avec 2 buts d'écart, mais néanmoins ils ont su mettre l'intensité, l'engagement et la cohérence nécessaires pour nous mettre en difficulté sur toute la période. Donc oui, il y a un but providentiel qui donne le sourire et qui offre les applaudissements, parce que pour nous c'était bien de mettre ce but-là. Mais il est insuffisant quand on a juste envie de poursuivre un peu le rêve. La victoire elle est logique à la fin, parce qu'au début et il fallait respecter cette équipe, il fallait jouer comme on a l'habitude de jouer. Et c'est ça qui a fait la différence. On a joué sérieux, on était sérieux, on a fait tout ce qu'il fallait faire pour faire le match facile. Donc moi je suis content de mon équipe. On a marqué 4 fois, on a créé beaucoup d'occasions, on aura dû marquer un peu plus. Mais bon, c'est la Coupe de France, c'est la victoire, c'est la qualification. Maintenant, on attend le 8e tour. Et la Coupe de France est donc terminée pour Luçon et La Roche-ESO, mais ça continue pour les 2 autres clubs vendéens qui étaient en lice, avec notamment La Roche VF, équipe de N3 qui est allée s'imposer à Châteaubriand, formation de National 2 sur le score de 2-0. Qualification également des Herbiers, équipe de National 2 qui a dû aller jusqu'à la séance de tir au but pour éliminer Saumur, club de N3. Le score était de 1 partout à l'issue du temps réglementaire. Les affiches du 8e tour sont déjà connues et il y aura une belle affiche au stade Massabielle entre les Herbiers et Bastia, équipe de Ligue 2. La Roche VF se déplacera à Tréguingue, une autre équipe de National 3. Ce 8e tour de Coupe de France se déroulera les 27 et 28 novembre. Football toujours avec la division 2 féminine, la 9e journée. Et on retourne au stade de Saint-André-d'Ornay pour le match entre La Roche-ESO et le FC Nantes. C'était dimanche. Les Nantaises en jaune qui ne comptaient qu'une seule défaite avant ce match et qui débutent la rencontre de la meilleure des manières en ouvrant le score dès la 2e minute par Pilar Coury. Réaction des Lyonnaises sur corner. La gardienne nantaise détourne le ballon sur la barre transversale. Nouvelle occasion pour Nantes à la 18e minute avec une frappe de Pervier bien captée par la gardienne de l'ESO, Laura Lacoste. Les Ornésiennes qui ont une nouvelle occasion d'égaliser avec Ilona Pierre-Jean qui voit sa reprise frôler le montant. Le FC Nantes se montre un peu moins dangereux dans les minutes suivantes, mais conserve son avantage d'un but à la pause. Au retour des vestiaires, Ribera oblige Lacoste à une nouvelle parade. 64e minute, grosse occasion pour La Roche-ESO avec un débordement de Mélanie Roux côté gauche. Le centre est repoussé par la gardienne sur Maureen Cosson et le ballon passe juste à côté du cadre. En tentant d'égaliser, les Vendéennes laissent un peu plus d'espace aux Nantaises qui en profitent. Julie Pian sert Laurine Walik qui trompe Lacoste et double la mise 2-0 pour Nantes qui se procure une dernière occasion avec Ribera qui bute sur Lacoste. 2-0 score final. On écoute les réactions des 2 entraîneurs au micro de Cyril Guillet. On offre le premier but, on sait que vu les qualités de l'adversaire du jour, si on le regarde jouer, voilà, ça finit au fond. C'est pas faute d'avoir été prévenu, c'est là-dessus où je suis un peu colère. Voilà, on savait, il y a une faute, il y a un coup franc et on se repasse trop timidement, sans faire face au jeu et puis voilà, puis après ça va vite et puis après le plan de jeu il est un peu modifié parce qu'on se tire une balle dans le pied au bout de 2 minutes de jeu. Encore une fois, on leur donne ce but-là et on leur donne cette opportunité-là de pouvoir gérer tranquillement avec les qualités qu'on leur connaît. Après, elles ne sont pas non plus là-haut par hasard. Mais voilà, j'aurais aimé un début de match différent. Et puis je pense que la physionomie du match aurait été différente aussi. On avait fait le choix de commencer très fort ce match parce qu'on sait très bien que lorsqu'on rencontre La Roche dans un contexte de derby, c'est jamais simple de déséquilibrer l'adversaire, donc le choix a été de commencer très très fort avec un pressing très haut de façon à mettre en porte-à-faux cette équipe de La Roche. Mais après on s'est mis en difficulté tout seul sur nos sorties de balles, ce qui est un peu dommageable, donc ce qui a fait que La Roche a repris un peu confiance sur cette fin de première mi-temps. Et puis en deuxième mi-temps on a corrigé un petit peu les choses en insistant sur le fait de jouer par les côtés. Et on savait qu'avec le fait que La Roche joue son va-tout, il y aurait des espaces dans le dos, donc on en a profité.
À noter que les deux coachs de l'ESO, Fabien Bouillet pour les filles et Julien Cyclon pour les garçons, seront les invités de 85 chrono. Le vestiaire, au classement, l'ESO est 11e et avant-dernière. Nantes est leader. Prochain match de championnat le 5 décembre à Lille pour l'ESO. Avant cela, les Lyonnaises retrouveront les Nantaises dimanche prochain pour le premier tour de Coupe de France. On passe maintenant au basket avec la Nationale 1 masculine, la 12e journée et peut-être la fin de la période noire pour Chaland qui a régalé le public de la salle Michel Vrignot vendredi soir en battant le leader Angers, au terme d'un match qui va certainement servir de référence pour la suite côté chalandais. Avec leur nouvelle recrue Thibaut Dessaignet, les Chalandais se sont montrés très solides sur leur parquet, notamment en deuxième mi-temps, car à l'issue du premier quart-temps, Angers mène 23-21 et à la mi-temps, les visiteurs comptent 7 longueurs d'avance, 46-39. Mais au retour des vestiaires, les joueurs d'Antoine Michon vont proposer une solide défense et réussir à contrarier les plans de leur adversaire. Après 30 minutes de jeu, Angers est toujours devant au tableau d'affichage, mais ne compte plus que 2 points d'avance, 59-57. La victoire se joue dans le Money Time. Dans le quatrième quart-temps, Chaland prend les commandes et réussit finalement à s'imposer de 3 points, 77-74, avec notamment 21 points pour Dessaignet, 21 points également pour Mike Joseph et 14 points inscrits par Mathieu Bigot. À noter que les Chalandais étaient privés de l'Américain Jordan Barham, blessé. Un pigiste médical a été recruté par le VCB. Il s'agit du Lituanien Darius Tarvidas. On écoute les deux coachs au micro de Thibaut Grasset. Moi, je suis satisfait de notre prestation défensive parce que je trouve que si on maintient à ce niveau-là, on aura des possibilités de gagner des matchs parce qu'en réduisant la meilleure attaque du championnat à 28 points sur la deuxième mi-temps, c'est ça qui nous fait gagner. Après, offensivement, voilà, le temps de trouver du liant, bon, ça c'est un peu plus compliqué. Mais déjà avec cette base, on peut toujours espérer survivre, comme là pendant ce match-là. Parce qu'en première mi-temps, quand l'élastique a cassé, c'est parce qu'on perd 2 ou 3 ballons, on relaisse Angers nous déferler un petit peu dessus. Et ça c'est... il ne faut pas faire ça contre Angers ou contre n'importe quelle équipe. C'est un match qui se joue sur la dernière possession. Je pense qu'il y a d'autres possessions avant qui sont importantes, mais on ne les a pas forcément bien gérées. Chaland mérite la victoire ce soir. Ils ont su faire la différence au moment opportun. Mais c'est une équipe qui au départ est dans le top 5 avec de très bons joueurs. On a pu les voir ce soir à l'œuvre. C'est peut-être une équipe qui est en difficulté jusque-là, mais qui est sur le papier en tout cas une très bonne équipe. Des fois, on a un peu de retard à l'allumage, peut-être que c'est leur cas et ils vont certainement commencer une série de victoires. Je pense que Chaland peut être fier de son équipe et fier de son public. Nous, on a loupé quelques actions, on va regarder la vidéo, on va retravailler et on va essayer de basculer sur le prochain match. Et c'est une 4e victoire pour Chaland qui est 12e au classement. Une victoire de moins que les Sables d'Olonne. Les Sablais qui se sont inclinés à Toulouse 74-63. 10e place pour les Sables. Et samedi prochain, 13e journée. Et la dernière de la phase allée, ce sera un derby entre les Sables d'Olonne et Chaland. On jouait également en handball en Nationale 1 masculine, la 7e journée et défaite surprenante de Pouzauges sur le terrain de Bordeaux-Floirac qui comptait 6 défaites en 6 matchs. Défaite 24-17 du PVHB qui donc encaisse sa 5e défaite et qui est 11e au classement. Samedi prochain, les Pouzaugais accueilleront le Cercle Paul Bert de Rennes. Toujours en handball en Nationale 1 féminine, lors de la 9e journée, La Roche-sur-Yon s'est imposée sur le fil sur le terrain de Bergerac 24-23. 7e victoire des Lyonnaises, toujours 4e à égalité avec Mios, 3e. Prochain match samedi à domicile face à Côte-Basque, 2e au classement. En National 3 masculine, le Slam s'est incliné à domicile face à Saint-James-sur-Loire, 27-33. Le Slam est 8e au classement avec 2 victoires, 1 nul et 4 défaites. Samedi, le Slam se déplacera à Bléré, lanterne rouge de cette poule de National 3. Et puis en National 3 féminine, lors de la 7e journée, La Roche-sur-Yon s'est imposée à Saint-Nazaire 27-24. La Roche toujours 2e avec un point d'avance sur les Herbiers, vainqueur de Châteauroux 31-16. Le week-end prochain, les Herbretaises accueilleront Saint-Nazaire et les Lyonnaises joueront face à Issoudun. Un résultat de hockey sur glace avec la 5e match pour l'équipe de Division 3 du Haut-Gly, l'équipe de La Roche-sur-Yon qui a engrangé sa 5e victoire à Rennes, 12-3. Les Lyonnais leaders de leur groupe. Prochain match face à Anglette samedi prochain.
Un mot de voile avec la Transat Jacques Vabre, un petit point sur le classement ce midi avec en Ocean 50 Xavier Macaire et Erwan Leroux, deuxième à 200 000 des leaders. Du côté des IMOCA, c'est Charlie Dalin et Paul Meillat sur Apivia qui sont en tête. Quatrième place pour Sébastien Simon et Yann Eliès. Benjamin Dutreux et Damien Seguin sont 12e. Arnaud Boissière et Rodolphe Sefo 14e, juste devant Manuel Cousin et Alexia Barrier sur groupe Cétin. Et puis enfin, Denis Van Weinberg et Tanguy Le Turquet occupent pour l'instant la 18e position. À noter du côté de la Mini Transat, la victoire ce week-end de Pierre Leroy en proto et de Hugo Dallène en série. Le Sablais Tim Darny en proto est attendu ce lundi sur la ligne d'arrivée à Saint-François en Guadeloupe. Il devrait terminer à la 16e place. Voile toujours, mais en format beaucoup plus réduit. Le club nautique de Saint-Hilaire-de-Riez organisait ces derniers jours les championnats de France de voile radiocommandé sur le plan d'eau des vallées. 47 concurrents réunis pour cette compétition de VRC, la plus petite série de voiles avec des bateaux d'1,20 m de long. Quelques concurrents étrangers venus de Belgique, d'Allemagne, de Suisse ou encore d'Italie étaient également présents. Le club nautique de Saint-Hilaire-de-Riez, qui organisait une semaine plus tôt les championnats de France jeunes de char à voile, aimerait organiser d'ici 2 à 3 ans des championnats d'Europe, voire des championnats du monde de voile radiocommandé sur ce plan d'eau qui se prête parfaitement à la discipline. Parmi les concurrents, on retrouvait Ludovic Attenour des Sports Nautiques Sablais. Il nous en dit un peu plus sur la voile radiocommandée au micro de Jean-Marie Biteau. On n'est pas sur le bateau, mais après on navigue exactement comme les grands, avec les mêmes règles de course, avec le même type de parcours. Et voilà, donc avec des courses qui sont beaucoup plus rapides, donc beaucoup plus intenses en événement, puisque toutes les phases d'une régate traditionnelle en 2 heures, là, se vivent en 10-12 minutes. Il faut d'abord avoir une bonne vue, et puis il faut être très réactif, puisque les croisements se font très rapidement, et donc les bateaux sont rapides, donc il faut vraiment réfléchir très vite pour pouvoir respecter correctement les règles de course, parce qu'il y a aussi des accrochages, et voilà, donc il faut être très réactif, et c'est très formateur pour la voile grandeur aussi. On termine avec des résultats d'athlétisme puisque ce week-end avaient lieu les championnats de France de cross-country. C'était à Montauban et parmi les bons résultats des athlètes vendéens, à noter la 11e place de Félix Rivet de Ouest Vendée Athlétisme chez les juniors. Du côté des seniors en cross long, une belle 14e place pour Romain Mornay que vous voyez en bas à gauche, Romain Mornay de l'Athletic Club de La Roche-sur-Yon. Sur le cross-court, Théo Rageau de l'Athlé Bocage Vendée termine 6e et l'équipe de la BV termine 4e au pied du podium. Vous la voyez en haut à droite, avec une 12e place pour Anthony Guillard, 29e place pour Thomas Picard et 129e place pour Wilfried Moinard. 4e place également pour l'équipe féminine de l'ABV sur le cross-long, avec notamment la 7e place de Valentine Chaplotte. Voilà donc pour les principaux résultats de cross-country. Je vous donne rendez-vous à 18h50 pour 85 chrono le vestiaire avec nos invités de La Roche ESO Football. Très bonne journée à tous.